Bonjour tout le monde, je suis Mélanie Fortier, éducatrice spécialisée et fondatrice de Wicked. Bienvenue à mon podcast Petits humains, grosses émotions. Aujourd'hui, on a un sujet bien spécial. Je reçois une invitée, c'est une zoothérapeute et une éducatrice spécialisée, donc Magali Thivierge va venir nous parler de son travail de zoothérapeute, de comment elle travaille avec les enfants, ce qu'on peut faire avec la zoothérapie, quels défis, quels enjeux on peut venir travailler. Et on va aussi parler des animaux de compagnie à la maison. Pour moi, c'était vraiment important d'aborder cet aspect-là. Donc, comment on fait pour intégrer un animal de compagnie à la maison? Comment on fait pour mettre les limites avec notre enfant, pour s'assurer du bien-être de tout le monde et pour éviter les accidents? Ou comment on fait pour bien choisir son animal? Donc, c'est un peu de tout ça dont on va parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Il est beau ton gilet de fraise. Merci. C'est très printemps. On va y dire tout de suite. Et salut tout le monde! Aujourd'hui, je reçois Magali Thivierge. Magali qui est zoothérapeute. Oui. Bien, bienvenue. Mais merci mon beaucoup. podcast. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de zoothérapie, des bienfaits, de comment un peu tu travailles, toi, avec quelle clientèle justement, puis qu'est-ce que ça peut apporter aux enfants, aux adolescents ou à tous les humains en général. On va aussi parler des animaux de compagnie dans la maison. Exact. L'intégration peut-être d'un nouvel animal à la maison avec des enfants aussi. Oui. Fait qu'est-ce que tu peux nous parler un peu de te quitter, ton background? Moi, en fait, je m'appelle Magali, oui, comme tu l'as dit. Je suis propriétaire du centre L'Empreinte du Bonheur depuis maintenant 9 ans. C'est un centre d'intervention en zoothérapie où est-ce qu'on offre des programmes autant sur la route que sur place, en fait. Là, on vient tout juste d'acheter une terre. On est en reconstruction. C'est super motivant et excitant. On offre des services autant pour les enfants en garderie, au privé, que dans les écoles, que dans les OBNL, les CHSLD, les résidences intermédiaires, les RPA. On est vraiment présent partout là. Même dans les organismes en santé mentale, là, on travaille énormément là, avec des gens. Ouais. Puis là, vous arrivez avec... Là, on a toutes sortes d'animaux. On a 45 animaux présentement. Wow! Je dis 45, peut-être 46, parce qu'on a un nouveau furet là, qui vient tout juste d'arriver. Donc, on a 45 animaux. On a 8 chevaux avec lesquels on travaille. Sur les 8 chevaux, on a un petit mini poney qui mesure 28 pouces qu'on apporte dans notre auto quand on va en intervention. Tu l'amènes là, tu le mets où? Dans mon auto. Genre dans ta valise? Ah non, en arrière. Comme un chien. À cause que, oui, on descend comme le siège et là, il rentre dans l'auto, il est attaché, puis il attend. Il est debout. Il est debout, il attend. Ah ouais. Puis des fois, il met sa tête entre nous, puis il nous regarde. Ouais, il bouge pas. C'est une expérience Oui, puis il n'est pas stressé, Okay. il est très content d'être là. Il est même fier parce qu'aussitôt qu'il voit des gens, il est ni. Il veut entrer en relation avec les gens qui sont même à l'extérieur là, du véhicule. C'est très intéressant. Donc, on a des poneys. On a également des chiens avec lesquels on travaille. On a des petits chiens, puis on a également des gros chiens, des bergers allemands croisés. Donc, c'est toujours fun de voir la réaction du client. Y a-tu peur? Il se méfie-tu? Y a-tu déjà des mauvaises expériences? Qu'est-ce que ça lui fait vivre? Un petit, un grand chien. Donc, on va démystifier des choses. On travaille aussi avec les chats. On a des cochons d'Inde, des lapins, des hérissons, une tourterelle, des chèvres. OK. On a des cochons domestiques aussi, un cochon vietnamien, un micro-cochon. On travaille avec des canards. C'est magique. On travaille énormément comment mettre ses limites, comment s'affirmer, reprendre le contrôle de soi, simplement avec un canard. Tu sais, c'est ce qu'on voit, l'image qu'on a en tête quand on parle de zoothérapie, souvent, ça va être le chien, tu sais, la personne qui arrive avec 1, 2, 3 chiens, puis des chevaux quand on va, tu sais, sur un ranch, mais c'est une grande variété d'animaux. En fait, il y a beaucoup de parallèles à faire. C'est ça, les objectifs sont différents d'un animal à l'autre, puis tout dépendant aussi de la personne, qu'est-ce qu'on a à travailler avec elle, on va peut-être sélectionner l'animal en fonction. Fait que, comme je disais, par rapport justement à l'intimidation, là, on va travailler beaucoup avec le canard. Parce que les gens, ma canne, elle s'appelle Boba. On se l'est fait donner. C'est une canne domestique que ça fait déjà 4 ans qu'on a dans l'équipe. Puis Boba, elle a été élevée avec le cochon, avec les lapins géants des Flandres. Elle a été élevée avec tous les autres animaux qui faisaient de l'intervention. Et à la base, le canard, c'est une proie. C'est drôle parce que lorsqu'elle se retrouve
en face de quelqu'un qui se sent victime, qui a peu confiance en lui, qui est peut-être victime de violence ou qui a vraiment une faible estime de lui, bien, le canard va se positionner en tant que prédateur. Ah ouais? Il va vouloir comme avancer, faire peur, cancaner, vraiment intimider l'autre personne. Et bien, souvent, on voit la personne soit reculer, avoir peur, dire non, non, mais... Et là, ben, c'est là qu'on laisse place à l'intervention. Comment tu te sens? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Qu'est-ce qu'il y a en avant de toi? Un canard. Qui est un canard? C'est quoi? C'est un animal. Toi, t'es quoi? C'est quoi tes forces à toi? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour prendre ta place face à cet animal-là, finalement, qui est supposé d'être une proie? Fait que là, de là, on va gonfler son torse, on va peut-être faire des gestes en respectant l'animal, on va peut-être élever la voix, on va peut-être dire des choses. Non, stop, j'aime pas ça, je me sens parce que... Fait que là, on va instaurer des choses avec la personne pour travailler des objectifs chez elle. Les enfants qui ont de la difficulté à s'affirmer, là, puis qui sont très réservés, très renfermés, ça peut être vraiment, vraiment aidant. Exactement. OK. Ouais. Ou l'enfant qui est très impulsif. OK. Bien, avec un animal, bien, l'enfant qui est très impulsif ou qui crie, l'animal va avoir peur, il va reculer. Il va falloir que l'enfant apprenne à gérer ce qui se passe à l'intérieur de lui, puis apprendre à être calme pour entrer en relation avec l'animal. Fait que tout au niveau de l'autorégulation, de justement apprendre à respirer, peut-être utiliser des fidgets, aller courir parce que là, on a un too much, on est très excité. Il y a beaucoup de choses qu'on va apporter l'enfant à constater à l'intérieur de lui ce qui se passe. Puis c'est petit à petit parce que quand ils ont 0-5 ans, c'est difficile aussi de leur apprendre ça. Là, on est plus dans l'expérimentation. On ne connaît pas nécessairement la limite de l'animal. Ils ne connaissent pas la douleur non plus que peut avoir l'autre personne. Fait que c'est toutes des choses qu'avec la personne, quand on préalablement comme planifie l'intervention ou le programme, bien, on va évaluer le client, on va évaluer l'objectif, puis après ça, bien, on va voir quel animal on va faire interagir à quel moment. Si l'enfant, par exemple, a peur du chien, puis qu'on veut travailler ça, bien, peut-être que la première rencontre, il n'y aura pas de chien. Oui, c'est ça. Je vais arriver avec des pictos, avec des images. Je vais arriver peut-être juste avec moi, tu sais, pour justement qu'on puisse parler, qui ait envie de m'aimer puis qu'on développe un lien, en fait, pour quand on va se revoir, bien que le chien, peut-être qu'il est juste attaché là-bas. Là. Il est attaché peut-être à 30 pieds, puis on n'aura peut-être pas nécessairement d'interaction tout de suite avec lui. On va peut-être, dès la deuxième rencontre, juste observer l'animal de loin. Puis faire un dessin, un casse-tête, faire un jeu, lui lancer des croquettes. Mais on ne rentrera pas en interaction directe tout de suite avec l'animal. On va lui laisser la chance au client de vivre son émotion, puis tranquillement, lui accepter aussi qu'il est prêt. Oui, à son propre rythme, mais non. C'est ça. On ne veut pas comme créer un traumatisme non plus. On ne veut pas créer une peur. On ne veut pas apporter le jeune à se refermer tout simplement, puis finalement pas être capable de travailler avec cette personne-là. Là. Mais on va laisser la chance à l'animal, c'est ça, de toujours avoir sa porte de sortie s'il n'est pas à l'aise puis s'il veut juste prendre un break. Puis c'est là que mon rôle d'intervenante aussi rentre en compte. T'sais, on va justement poser des questions. On va peut-être prendre ce moment-là de pause pour travailler d'autres choses avec le jeune ou sortir des outils qu'on avait dans notre sac. Parce qu'on arrive avec une panoplie d'outils, là, que ce soit des jeux... je pense aux jeux placottes qu'on va utiliser beaucoup. On va utiliser les ludiques. On va utiliser tellement de jeux psychosociaux, en fait, pour travailler différentes autres choses. On va avoir des cubes, on va avoir des casse-têtes aussi pour les animaux qu'on va pouvoir préparer pendant que mon animal est en break. Donc, tout ça, des fois, ça fait partie de l'intervention spontanée. Il faut que tu trouves vite, parce que là, le client, il n'est pas dans son optimum, dans sa pleine capacité, et l'animal non plus. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Fait que l'intervenant, c'est important qu'il soit bien formé aussi en zoothérapie pour être capable de travailler avec cette clientèle-là, tout dépendant de la clientèle avec laquelle il travaille, mais être capable aussi d'avoir les notions pour travailler avec son chien, puis mettre en relation les humains et les animaux dans un contexte sécuritaire et bienveillant, en fait, pour tout le monde, là. Fait que si, mettons, les gens veulent travailler avec des zoothérapeutes, y a-tu quelque chose... Est-ce que vous faites partie d'un ordre ou, y a-tu quelque chose... Il n'y a pas d'ordre nécessairement, parce que quand on fait de la zoothérapie,
ben il y a le professionnel qui est dûment formé dans son domaine. Okay. Fait que moi, comme moi, je suis éducatrice spécialisée, je suis technicienne en loisirs, je suis récréologue, j'ai comme un bagage. Chapeau, oui. Mais il y a des gens qui, comme des travailleurs sociaux, des psychologues, vont se former et vont faire partie d'un ordre. Okay. Toutefois, il y a la Corporation des zoothérapeutes du Québec qui rassemble tous les professionnels qui ont dûment été formés en zoothérapie aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont reconnues par la Corporation et il y a des écoles qui ne le sont pas. Pourquoi que la Corporation a rassemblé les intervenants et les écoles? C'est justement pour avoir un cadre. Pour que ça ne soit pas monsieur, madame, tout le monde qui s'improvise puis que la zoothérapie tombe avec qu'il y ait des risques finalement, puis que la zoothérapie soit un sujet tabou, que les gens ont peur, puis que là, on ait un revirement de situation. Parce que c'est une autre approche, en fait. On ne métige pas qu'on a besoin du psychothérapeute. On a besoin aussi de la personne qui travaille en orthophonie. Mais la zoothérapie va être une approche alternative puis qui va venir peut-être aider les autres professionnels. Fait qu'il y a des gens qui travaillent avec ces professionnels-là dans des cliniques. Il y a moi qui ai parti ma propre entreprise. Il y a des gens qui sont formés en zoothérapie qui travaillent dans les écoles, qui ont un poste comme éducatrice ou comme professeur, mais de là à toujours connaître son animal, avoir un cours en zoothérapie parce que ton chien ne viendra pas travailler 5 heures par jour comme toi, tu le fais. C'est vraiment un métier que je trouve hyper fascinant. Fait que là, toi, tu travailles avec plein de clientèle. Tu l'as nommé un peu tantôt, mais mettons, c'est quoi ton... Tu me disais hors caméra que tu aimes vraiment beaucoup travailler avec... J'aime beaucoup les enfants, les ados, mais santé mentale aussi. Okay. Je te dirais que de plus en plus, j'aime tout ce qui est neuroatypique, neurodivergent. Là, je suis comme tout ce qui va chercher un peu de ma personnalité puis de mes diagnostics à moi. Fait que j'aime ça aller travailler l'impulsivité, la gestion des émotions, la confiance, de prendre sa place. Les enfants, c'est tellement beau, vulnérable. Tout est dans le moment présent. On découvre des choses. Moi, quand je rentre à une place puis que je dis « Ah wow, tu sais, les enfants, ils sont là puis ils sont tous excités. » Et c'est juste d'apprendre à... On va tranquillement toucher l'animal. Puis là, souvent, on arrive avec des affiches puis on voit, tu sais, comme, mettons, le lapin. On a une affiche du lapin. Et tout dépendant, il y a différentes couleurs sur son corps. Puis ces couleurs-là vont indiquer les places où est-ce qu'il aime se faire flatter. Okay. Fait qu'avec l'enfant, on va aborder les notions corporelles aussi, de soi, de l'animal, les couleurs, mais en plus de ça, on va créer un premier contact favorable qui est vraiment comme aimé de tous, soit par l'animal, mais par l'enfant aussi. Puis l'intervenant est vraiment là comme médiateur pour favoriser ce contact-là sécuritaire. À même titre qu'un parent à la maison qui voudrait faire entrer des jeunes enfants avec son animal, il faut pas penser que on va laisser ça comme ça, tu sais. Le chien il est là, puis moi je texte puis je fais autre chose, mais il y a tellement des risques. Ça là, moi je veux qu'on en parle de ça parce que c'est dangereux. C'est vraiment dangereux parce que beaucoup de cas de morsures en fait, puis souvent chez les jeunes enfants, c'est au visage parce qu'ils sont ils se mettent à la haute. Tu sais, des fois je regarde ma fille, puis je suis comme mais ne te mets jamais à la hauteur du... Tu sais, elle se penche, elle se couche à terre. Ils sont curieux, ils ont envie d'entrer en relation. Puis tu sais, même nous, en tant qu'adultes puis humains, on va se minoucher. On va s'approcher proche, le bisou collé d'Esquimau, puis on va se donner des bisous. Puis... Fait que c'est quoi le chien, finalement, puis l'animal? On a le droit? On n'a pas le droit. Fait que comment démystifier ça avec un enfant qui sait pas? Puis qui n'a pas conscience, puis qui ne réalise pas, en fait, par son cerveau, il n'est pas assez développé. Exact. Fait que c'est tout dans les des petits contacts de courte durée, mais toujours supervisés. Tu ne laisses jamais ton enfant comme ça parce qu'il peut faire, premièrement, le chien va protéger peut-être ses ressources, la nourriture, les jouets. On voit souvent des chiens qui vont avertir aussi, mais les parents, des fois, ils ne connaissent pas le langage des chiens. Fait qu'on achète un chien, c'est cool, mais il arrive des incidents, puis là, tout de suite après, on veut s'en débarrasser. Fait que c'est peut-être, c'est ça, mettre l'enfant dans des situations où est-ce que le parent devient comme un peu comme ma job, mais est entre l'enfant puis l'animal pour être capable de arrêter la relation si jamais on voit que ça fonctionne pas. Ou de dire, justement, on est mieux peut-être de regarder avec ses yeux, au lieu de toucher avec ses mains. Tu sais, il y a comme différentes stratégies qu'on peut arriver à faire, mais c'est
c'est jamais de laisser l'animal toute seule. Peut-être d'avoir des places aussi pour que l'animal prenne un break. Tu sais, des safe space. Ah ben là, c'est juste le coin du chien. Ouais. Ou peut-être il y a une pièce pour lui qui rentre, qui sort comme il veut, mais c'est son safe space. Puis quand il y a un too much, ben, il est capable d'y aller. Parce que le chien, il va le dire par son non-verbal. Fait que, mettons, un chien qui va se lécher Oui. les babines, ça va être un signe de stress ou qui est pas bien. Oui, c'est ça. Qui se lèche les babines, qui va rentrer les commissures de lèvres, qui va peut-être entrer sa queue en dessous de son corps, qui va se revirer, qui va peut-être baisser les oreilles, qui va plus bâiller même le bâillement. OK. Ça va être un signe que là, c'est stressant. Un chien qui lève la petite patte en avant. OK. Tantôt, on l'a vu avec ton chien Belly quand on est rentré. Elle lève sa petite patte en avant, un signe de stress. Okay. C'est des choses qu'on va dire « Ah non, mon chien est content, mon chien est content. » Non, hein, c'est pas nécessairement parce que le chien, que sa queue se fait aller qu'il est oui, c'est qu'il vit une émotion dans le fond, mais l'émotion n'est pas nécessairement positive. Puis des fois, il va être comme « OK, il est stressé. » Puis là, c'est comme « OK, elle est là, elle est pas là, je la connais pas, mais là, je veux entrer en contact, puis je le sais pas, puis là, j'ai peur. » Fait que c'est un moment. Puis tu sais, c'est d'avertir des fois aussi les gens qui arrivent à la maison. « Hey, j'ai un chien, je travaille son éducation, on travaille des choses. Est-ce que tu veux, comme avant de rentrer à la maison, ben juste quand tu vas rentrer, peut-être cogner, puis pas nécessairement regarder le chien puis lui donner de l'attention, mais simplement comme rester là, on ignore, on attend, puis mais que je dise « OK, c'est cool, ben là, tu vas pouvoir le flatter. » Parce que le chien doit comprendre que lui aussi, il y a comme un cadre, il y a des règlements à suivre, il y a des choses, à même titre qu'un enfant, en fait. On fait beaucoup d'anthropomorphisme aussi, là, c'est ça avec les animaux, de dire, ben justement, l'animal va vivre quelque chose, ben on va s'approprier ce qui se passe, puis on va vraiment comme, ben toi, dans ces moments-là, je donne un exemple. Mon chien qui entre en relation avec un autre chien, puis que finalement, il n'aime pas la façon que l'autre arrive beaucoup trop vite. Fait que peut-être qu'on va avoir une querelle de bec. Ils vont bon, premièrement, grogner, japper, ils vont peut-être essayer de se mordiller, puis après ça, ils vont se séparer. Bien, moi, en tant qu'intervenant, je vais peut-être dire « Ah, regarde qu'est-ce qui vient de se passer. Est-ce que tu as déjà vécu une situation comme ça? » Fait que là, l'enfant va peut-être dire « Ah oui, à l'école, l'autre jour, je suis arrivée, puis là, il y a mon ami qui est arrivé trop vite, puis il m'a donné un coup avec son bâton, puis là, on s'est vraiment chamaillé, puis tu sais, j'ai pas aimé ça, puis mais là, on va travailler sur ça. Ah, comment les chiens auraient pu se présenter? Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? On va, par la démonstration, par l'expérience qu'on vient de vivre avec l'animal, on va tout simplement s'approprier ce qui se passe pour trouver, nous, nos propres stratégies puis nos propres outils pour, dans des situations semblables, être capable de bien réagir, finalement, puis réagir différemment. Fait qu'on va beaucoup, beaucoup transposer des expériences comme ça pour les humains. Et puis ça, pour un enfant, là, de pouvoir voir une situation comme ça, que c'est pas deux humains, que c'est deux animaux, ça doit être hyper riche, puis ça doit vraiment leur résonner fort. Bien, en fait, c'est ça. Ils voient vraiment. On a le ICE. Moi, j'aime beaucoup j'avais suivi une formation et la professeure, ça fait des années, elle avait parlé ça du ICE. Pas la police aux États-Unis. Non, non. Non. Mais le ICE en disant, pour que la personne comprennent vraiment. Il faut avoir l'image, il faut avoir comme quelque chose de vécu, le comportement, puis il faut avoir une émotion à travers tout ça. Fait que oui, je te dirais que la zoothérapie permet beaucoup de faire des parallèles comme ça sur des situations de la vie qu'on vit, puis que l'enfant même, des fois, n'est pas capable d'expliquer puis de mettre en mots, finalement. Mais on le voit, fait qu'après ça, on est capable de revenir là-dessus. Ouais. C'est plus facile de travailler en zoothérapie quand vous arrivez avec plusieurs animaux ou pas nécessairement? Pas nécessairement. Des fois, on va faire des comparaisons. Tu sais, mettons, on parle de soi, de juste de l'acceptation de soi. Des fois, je peux arriver avec un chien, puis mon chien, on va juste peut-être le coiffer, puis on va se parler de nous. Okay. Toi, est-ce que tu prends soin de toi? Quelqu'un, mettons, qui aurait de la misère à prendre sa douche, se laver au niveau de l'hygiène. On voit beaucoup les enfants puis des adolescents. Bien, on va faire un bain peut-être au hérisson, faire un bain à un animal et on va parler de bien-être, d'hygiène, de shampoing. Je vais apporter des fois des échantillons de savon, de shampoing, de parfum, de déodorant, de dentifrice. On va brosser les dents de mon chien.
c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on doit faire pour nous. Fait qu'on fait tellement de parallèles comme ça, tout peut se faire. Il faut juste comme trouver la façon de l'apporter puis de le mettre avec l'animal en jeu. Ouais. Fait que là, tu peux travailler tout, dans le fond, avec... Je peux travailler tous les objectifs. On travaille autant avec le deuil, la mort, on va en soins palliatifs. Puis même les enfants, là, je n'ai pas fait encore un soin palliatif pour un enfant, mais on en fait. Puis l'animal devient... on a des animaux qui aiment faire ça. Okay. On a des animaux qui aiment travailler avec les enfants. On a des animaux qui aiment travailler avec les personnes âgées. Puis on a des animaux qui aiment travailler en soins palliatifs, qui aiment s'accoter. Moi, je pense à mon berger allemand qui, à un moment donné, je poussais. Puis là, je me suis retournée. Il était rentré dans une chambre. Il y a un monsieur qui était alité, en train de mourir avec son fils. Puis le berger allemand, il voulait monter dans le lit. OK. Mais c'est parce que le monsieur... Il sent ça, hein? En fait, c'est ça. Il y a tout comme les hormones, les phéromones, il y a tout se dégage du corps. Et le chien, lui, il ressent ça. Il le voit dans l'espace. Ils sont appelés à... Et le chien voulait embarquer. Fait que là, pour que son fils me dise, mais mon père a toujours eu des bergers allemands. Fait que là, écoute, qu'on a embarqué le chien s'est couché sur son torse, puis il l'a regardé respirer, puis c'était ça. Fait que là, le moment... Oui, puis le moment n'était pas nécessairement avec le patient qui était inconscient, mais plus avec la personne qui était là pour supporter son parent, puis qui vivait le deuil. Ben oui. Fait que là, c'est encore là qu'il faut que tu sois formé en intervention. Tu t'imposes pas comme ça pour dire « Oh mon Dieu, mais de quoi je vais parler? Il fait beau dehors. Hein? » Fait que comment vous le percevez? Comment vous le vivez? Avez-vous des beaux moments que vous avez partagés avec le chien puis la personne? Fait qu'on va travailler des fois sur des sujets que beaucoup de professionnels ont peur d'aller mettre le doigt dessus. Puis moi, c'est comme paf! Je rentre dedans, le chien me l'a présenté, puis on pose la question. Il y a tellement de choses qu'on va démystifier parce que les jeunes, souvent, il y a des enfants qui se présentent à moi puis qui disent « Allô, moi c'est Magali, je suis TDAH. » Puis, mais mis à part que t'es Magali TDAH, t'es Magali puis t'aimes quoi dans la vie? C'est quoi ta force? C'est quoi? Je veux savoir autre chose. Fait que, on va apporter les gens à avoir tout simplement une nouvelle image d'eux autres. Fait que là, mettons, avec un jeune enfant, parce qu'on en parlait tantôt, les jeunes enfants, ils ont un peu plus de limites cognitives, c'est un petit peu plus difficile de se mettre à la place de l'autre, puis tout ça. Avec eux, mettons, là, parce que, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui nous écoutent, qui ont des enfants entre 0 et 10 ans. Fait que, mettons, concrètement, qu'est-ce qu'on va pouvoir venir travailler avec eux? Tu sais, mettons, quand tu rentres dans un CPE. Oh mon Dieu! Hey, on travaille tout au niveau psychomoteur, là. Premièrement, on peut faire des parcours avec les enfants. Juste la motricité fine, de mettre des petits blocs, puis on cache des croquettes en dessous. Fait qu'il faut lever, déposer. Des jeux interactifs pour les chiens, où est-ce que c'est des puzzles, que tu mets des croquettes, mais il faut que tu bouges ou que tu fermes des portes ou que tu soulèves des choses. Fait que tout au niveau spatial, au niveau sensoriel, les animaux sont tous différents, les croquettes, les odeurs. On va travailler les couleurs, le langage. C'est tellement hot, tout ce qu'on peut travailler en garderie, tout ce que l'éducatrice va travailler, on peut venir, dans le fond, vraiment comme accentuer puis remettre de l'emphase sur quelque chose. Il y a des garderies où, à un moment donné, ils travaillaient les fruits et les légumes. C'est drôle parce qu'on est arrivé là, puis on avait nos pictos de fruits et les légumes, puis on avait des cochons d'Inde, des lapins, puis on avait apporté des fruits et les légumes. Puis les enfants devaient comme classer les fruits et les légumes, puis après ça, les offrir aux animaux. Puis on a même fait des brochettes. Parce qu'on avait la séquence à suivre. Fait que là, une carotte, un céleri, il faut un brocoli. Fait que là, l'enfant doit repérer visuellement, sélectionner le bon aliment, puis refaire la séquence. Fait qu'il y a tellement de micro-objectifs, finalement, à travailler. C'est pas juste genre, on va travailler les émotions, puis on va travailler la bulle. Non, puis l'émotion peut être travaillée à travers juste un jeu où est-ce qu'on travaille les couleurs. Parce que là, l'enfant va vivre une incertitude, va peut-être se fâcher, va peut-être pleurer finalement parce que là, il est fâché, il n'a pas réussi, puis là, ça le met dans tous ses états. Fait que moi, je vais retravailler là-dessus. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends que tu as de la peine. On pourrait peut-être réessayer. On pourrait peut-être faire différent. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer? On va peut-être changer le jeu pour l'instant, revenir là-dessus. Il y a tellement des stratégies possibles à utiliser, mais on est là pour essayer. Puis tu sais, je veux dire, en intervention, des fois, c'est ça. Le cadre, tout est là, tout est bien imbriqué, mais c'est pas là qu'on s'en va. Fait qu'on doit vraiment comme avoir toujours des plans B, C, D jusqu'à Y. Là. Fait que moi, dans nos sacs, parce qu'on est plusieurs intervenants, dans notre sac d'intervention, on a beaucoup d'outils
pour justement dire, OK, je suis en garderie, aujourd'hui, l'activité, c'est les fruits et les légumes, on fait les brochettes et tout. Mais finalement, ben, ça fonctionne pas. OK, je vais avoir mon cube, je vais avoir d'autres blocs. On va avoir peut-être, je pense, de ce temps-ci, c'était la Saint-Valentin, on avait des cœurs en assiette où est-ce qu'on faisait des séries de léchage. Ben, tu sais, comme on met de la pâtée, puis là, l'animal lèche, fait qu'on va travailler la motricité. Pas les enfants? Ah, aussi, des fois. Oui, OK. Quand on arrive en fruits et légumes avec la garderie, c'est sûr que les enfants, ils veulent goûter. Oui. Mais en même temps, ça ouvre des portes. Je te donne un exemple. Dans un centre de pédiatrie, la personne offre des collations. Les jeunes ne touchent pas, il y a des légumes, il y a des fruits. À la maison, peut-être qu'on n'en mange pas. Il y a des piments rouges, il y a des piments jaunes, il y a comme pas juste du vert, là. Ouais. Fait que là, je suis comme, ben mon chien, lui, est intéressé, mon lapin aussi. Fait qu'on va finalement intégrer peut-être les aliments pour prendre un aliment, en donner un à mon lapin, puis dire, hey, tu as-tu déjà goûté? Hey, on y goûte ensemble. Le lapin, il aime ça, on y goûte nous doux. Ouais. Fait qu'on va développer l'intérêt, puis l'exposition. Vraiment. Juste parce que ben, l'animal a eu l'intérêt, puis on va l'essayer nous autres aussi. Fait qu'on travaille énormément d'objectifs en peu de temps, finalement. Je vais prendre un exemple de mon enfant. Oui. qui est hypersensible, qui a des grosses émotions. Là, tu sais, mettons, moi, je peux-tu t'appeler puis dire, on va partir une séance? C'est comment ça marche, mettons? Bien, en fait, l'enfant, il n'a pas besoin d'avoir nécessairement un gros objectif. Okay. Ou la personne n'a pas besoin d'avoir un gros objectif. Ça peut être juste aussi, j'ai envie d'apprendre à connaître un animal. J'ai envie d'avoir une proximité. Parce qu'après ça, ben, moi, en tant qu'intervenant, là, je vais évaluer la personne, puis on en trouve souvent des objectifs. Okay. Mais oui, un parent qui, son enfant est hypersensible, aimerait ça avoir une séance de zoothérapie. On a beaucoup de stratégies qu'on utilise en intervention. Comme un peu, il y a le lapin qu'on fait coucher sur le ventre de la personne quand elle est hypersensible. Puis on apprend à la personne à respirer aussi comme il faut, parce que souvent, on respire par le torse, mais on s'époumonne, finalement. On hyperventile. Oh, ouais, vraiment, là, on n'est pas capable de respirer. Fait qu'en mettant le lapin sur son ventre, puis en apprenant l'enfant à vraiment respirer par le ventre, puis augmenter son diaphragme. Okay. Oui, c'est ça, ouvrir son diaphragme, bien, l'enfant apprend à bien respirer, se détendre pour un moment, vivre une expérience positive, puis des fois, c'est 2 minutes, là. Oui. OK, parce que... Il faut être réaliste. Des fois, c'est de l'hypersensibilité, de toucher à tout. Je vois beaucoup d'enfants, mettons, avec un trouble du spectre de l'autisme, qui viennent chez moi, qui n'ont jamais marché pieds nus dans l'herbe, dans la boîte, que le soleil, qu'il faut toujours qu'il y ait quelque chose avec lui, puis que tranquillement, au fil des séances, ben, on délaisse le toutou. Okay. On finit par enlever ses souliers, ses bas. Oui, on se met dans la pelouse. J'ai souvent la crise. OK? Mais ça c'est normal. Ouais. Moi aussi, des fois, les nouveautés, ça fait peur, puis je pleure. Pas par peur, mais des fois, c'est le fun, puis je sais pas trop quoi faire, tu sais. Je vais le vivre. Les parents, des fois, ils réagissent aussi. Oh non, mais mon enfant, puis... Ah ouais, en mode hélicoptère, là. Ouais. Je veux surprotéger mon enfant. C'est ça. Non, fais pas ça. Non, on va l'essayer. On va l'essayer. Souvent, l'enfant va le vivre, là. Soit la colère, la tristesse, la crise. Et moi, je suis une intervenante qui est très ouverte. Puis moi, l'enfant va se mettre à crier, pleurer. Puis je suis comme, OK, ben c'est correct. Moi, je comprends. C'est nouveau. Viens, on va marcher. Moi aussi, je suis dans l'herbe. Puis je touche. Regarde. Et souvent, ben les parents, là, je leur dis toujours de rester plus loin. Puis souvent, des fois, ils sont même pas là. T'sais. Je leur dis vraiment de rester vraiment à l'écart parce qu'aussitôt qu'il y a une connexion entre l'enfant puis le parent, ben là, l'enfant veut décrocher, il veut plus, puis là, il y a une manque de motivation. On en parle, puis j'ai beaucoup d'images qui me viennent, des expériences que j'ai vécues, et justement, d'être capable d'apporter ces enfants-là à toucher un animal, monter sur un cheval, tenir un chien en laisse, faire un micro-parcours, goûter à quelque chose de nouveau quand on vient de le donner au chien qu'on ne mangeait pas à la maison parce que c'est une texture différente. Les parents qui m'appellent, des fois, ils savent pas non plus. L'enfant, il y a quelque chose, puis il a été vu par plusieurs autres professionnels, puis on a fait le tour, puis on ne sait plus trop, là. Fait que, ben, on commence à la base. On va commencer par avoir une première rencontre, introduire un animal, voir si cela, ben, ça peut être intéressant. On va présenter certains autres animaux, parce que des fois, ben, c'est pas tous les animaux qui peuvent travailler avec cette personne-là, ou justement, on va se rendre compte que cet animal-là est vraiment peut-être en opposition avec l'enfant, puis on va dire, c'est sur ça qu'on va venir jouer, parce qu'on veut créer un impact, on veut créer vraiment quelque chose, puis on veut que l'enfant le comprenne, le vive, puis vraiment l'exécute. Fait que
tout est comme bien planifié, mais je te dirais que des fois, c'est dans l'expérimentation aussi. Oui. Parce que l'enfant je veux dire, il se développe pas toujours également. Fait que des fois, on va commencer quelque chose, on expérimente, puis on dit d'aller découvrir d'autres choses. peut-être que c'est pas là qu'on devrait jouer en premier. On va peut-être travailler d'autres objectifs pour être capable de revenir travailler celui-là. Fait que c'est pas toujours... pas concret, mais c'est pas toujours... Non, mais quelqu'un pourrait venir te voir pour travailler l'opposition, puis là, finalement, tu pourrais réaliser que, mais attends, avant de travailler l'opposition, il y a peut-être l'attachement, il y a peut-être d'autres choses qu'on va... la gestion des émotions. Peut-être que lui, il vit quelque chose, puis il est juste pas capable de le nommer, puis tout de suite, il rentre en opposition. Fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on va décortiquer à justement évaluer la personne dans toutes ses facettes globales, comme on est professionnel, dans le fond, comme éducatrice, je vais vraiment faire le tour là, de toutes les sphères là, de la vie avec la famille, l'enfant, tout ce qu'il a vécu, puis vraiment regarder là, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus. Là. Mettons là, une famille qui voudrait intégrer un animal dans sa vie, ça serait peut-être pas une mauvaise idée aussi d'aller à la rencontre de quelqu'un comme toi pour pouvoir avoir un contact avec des animaux, pour pouvoir poser des questions, pour pouvoir voir aussi c'est quoi l'interaction. Parce que, tu sais, moi, j'avais les belles lunettes roses de comme, ça va être le fun d'avoir un chien, ma fille, ça va la responsabiliser, on va venir travailler sur, tu sais, respecter la bulle du chien parce que c'est quelque chose qui est difficile pour elle, tu sais, elle a de la difficulté à se mettre à la place de l'autre, fait qu'elle elle a pas de bulle. Fait que je me suis dit, ça va être le fun, mais là, tu te rends compte que c'est, tabarouette, faut pas acheter un chien. Faut pas acheter un chien pour répondre à un objectif. Faut vraiment se poser la question d'emblée. Pourquoi je veux un chien? Exact. Pour faire comme tout le monde? Parce que mon enfant, il le veut. Parce que justement, j'ai un besoin affectif à combler ou de sensibilité. Parce que, c'est ça, parce que moi, j'aime les chiens. Faut se poser la question. Tu sais, je te donne l'exemple d'un chiot de genre 5-6 mois avec toi, mettons, peut-être pas, mais toi, 3 enfants en bas de 5 ans, je pense que le cocktail il est là. Tu sais, tu vas peut-être être épuisé. C'est une surcharge de vigilance, premièrement, de tout. Il faut que tu aies des yeux partout. Fait que c'est de se poser la question pourquoi on veut un animal. Puis de savoir, l'enfant, à 8 ans, il peut commencer à être vraiment responsable avec un animal. Puis responsable, je veux dire, l'enfant ne sera jamais responsable à 100% de son animal. C'est l'adulte qui est responsable. Tu peux pas dire, mais là, c'est ton chien, ta responsabilité. Il y a comme des choses que l'enfant, il a peut-être envie d'avoir des responsabilités, mais pas sous pression. On veut pas nécessairement y inculquer ça. Fait il y a beaucoup de choses à penser puis à réfléchir. Puis il faut savoir, est-ce que... premièrement, j'ai le budget pour ça. Parce que il faut savoir qu'il y a certains animaux qui ont des parasites ou des maladies qui sont transmissibles à l'homme, donc des zoonoses. Fait que est-ce que j'ai le budget pour aller chez le vétérinaire, peut-être pour les vaccins, le faire stériliser? Aussi, le temps que tu as à disposition, la routine. Combien de temps tu as à privilégier pour ce chien-là? Le budget, la nourriture, il y a tellement beaucoup de choses à réfléchir. Puis après ça, c'est de choisir le bon chien. C'est pas tous les chiens qui vont fitter dans une famille. Ça, il va falloir sélectionner. Ça, en fait, c'est d'aller en voir. Puis moi, ce que j'ai aimé que tu apportes, c'est d'aller voir des gens comme moi. Soit des zoothérapeutes, des éducateurs canins, ceux qui travaillent avec les animaux. Puis peut-être, créer un premier contact. Est-ce que mon enfant, finalement, aime ça, les lapins? Je veux acheter un lapin. Mon enfant, il aime ça? Je veux un hamster. Les allergies, je pense à ça aussi. On va mettre souvent des copeaux de bois, tu sais. Et mon enfant ou moi, je suis allergique à ces particules-là, au foin. Je suis allergique, même la litière, je suis allergique au poil, à la salive. C'est plus la salive que le poil, mais c'est toutes des choses à se poser, à se questionner. Souvent, les gens vont acheter des animaux puis on s'en rend compte par la suite. Oui, c'est ça. On a gardé un lapin, le lapin de mon frère à un moment donné, puis mon chum, c'était épouvantable. Je sais pas si c'était le foin, le lapin ou quoi, mais il y avait des grosses réactions. Mais tu sais, ça, tu le sais juste. Quand tu vas pas te faire tester à savoir, t'es-tu allergique? Il y a des choses, c'est plus évident. Si tu as été en contact avec beaucoup de chats, beaucoup de chiens, tu peux savoir, mais les petits animaux comme ça, des fois... Non. Fait que c'est des fois ou même d'aller dans des animaleries, d'avoir un contact de proximité pour justement avoir l'animal un peu qui touche notre corps pour savoir, crime, après ça, j'ai-tu des réactions?
D'aller peut-être les SPCA de ce temps-ci, ils ont plein de cochons d'Inde, des lapins, des chiens, des chats. Des fois, c'est d'aller les voir. Il y a des organismes, beaucoup qui existent pour ça, des refuges. Nous, tous nos animaux qui arrivent, c'est soit des dons, soit des refuges qui nous apportent ces animaux-là. Oui, ils ont une évaluation, on ne prend pas tout n'importe quoi. Ils sont évalués, ils sont sélectionnés, puis ils sont entraînés. Mais je dirais aussi d'aller voir les animaux, puis peut-être prendre un chiot quand vous avez des jeunes enfants de bas âge, parce que c'est beaucoup de temps de dresser un chiot, de l'éduquer, de lui montrer la base. C'est comme un enfant. Il y a des chiens qui sont quand même dans un certain âge, qui ont déjà comme leur personnalité, on sait déjà leur comportement, comment ils sont. C'est plus facile, je trouve, à intégrer qu'un animal qu'on prend bébé, puis que oui, on veut voir grandir. Mais on ne sait pas c'est quoi le tempérament, puis on sait pas ça va être. Puis ça veut pas dire que le chien va être un bon chien de famille non plus. Et là, ça me fait penser au niveau de la salubrité. Mettons le petit chihuahua là, que tu dis, moi j'ai acheté un petit chihuahua, il est par terre, il va pas dehors, il a un piquet. Mais ton enfant qui a 6 mois puis qui marche par terre, OK? Puis peut-être que les excréments, c'est toutes des choses à penser aussi. Le chien se lèche, il va lécher les babines. Ça, on voit ça souvent, il lèche les babines des enfants. Puis on trouve ça drôle, mais le chien aussi, c'est comme porteur de plein de bébites. Là. Il se lèche pour se nettoyer. C'est drôle que tu parles de ça. Hier, mon chum, il a fait beaucoup de prévention avec ma plus vieille, je veux dire, parce qu'elle avait un bobo sur sa main. Puis elle faisait lécher mon chien. Puis là, il a dit, hey, attends une minute, c'est vraiment pas une bonne idée de faire ça parce qu'un chien, c'est porteur de plein de bactéries. J'ai l'impression qu'on répète tout le temps les mêmes affaires avec ma fille, mais là, ça l'a comme rentré. Puis là, un matin, elle s'est réveillée et elle disait « Hey Marco, savais-tu ça? Que là, t'as-tu des bobos? Ah, parce que là, il faut vraiment pas que Peggy, elle lèche tes bobos. Parce que là, si Peggy lèche tes bobos, là, il pourrait avoir des bactéries. Puis là, tu pourrais... » Puis là, tu sais... il y a une vieille histoire là-dessus. Les vieux, ils disaient ça. Ah, laisse lécher ton chien. C'est antibactérien, ça va guérir. Moi, je recommande pas ça. J'aime mieux le désinfectant. Mais c'est ça. Beaucoup de temps, beaucoup de gestion. C'est vraiment un penser du bien, là, parce que des fois, on s'imagine que ça va être le fun, ça va me faire sortir, je vais pouvoir aller faire des marches, mais il faut vraiment se demander c'est quoi c'est quoi, mettons, les bonnes raisons d'avoir un animal. C'est juste aller socialiser puis faire de l'exercice pour faire de l'exercice, puis tu as un chien puis ça te permet de rencontrer des gens. C'est peut-être pas une bonne raison. Tu peux peut-être le faire de plein d'autres façons que d'impliquer un animal dans ta famille. Exact. L'animal, il faut vraiment qu'il soit respecté, qu'il soit bien, tu sais, puis qu'il ait son espace. On choisit pas un chien nécessairement, c'est ça, comme ça. Puis, tu sais, parce qu'il est cute ou... parce qu'il est cute, parce qu'il est fin, parce que là, mon amie, elle voulait s'en débarrasser, puis que là, je l'ai pris sous ma main. Tu sais, un animal, tu l'achètes pas pour 15 minutes d'émotion. Tu l'achètes pour 15 ans. Là. Puis des fois, en même temps, on peut peut-être choisir, on est intéressé à choisir ceux qui sont tannants parce qu'ils sont mignons, mais eux autres, c'est des vraies boules d'énergie là aussi. Là, ça va être dur à contrôler. Là. Des fois, des chiens qui sont un petit peu plus calmes, pas qui ont peur, qui sont recroquevillés, puis les oreilles bien calées, puis qui ont peur, mais des petits chiens qui sont calmes, qui sont couchés, qui regardent les gens arriver, qui sont pas trop stressés, qui ont pas peur du contact. Moi, je dirais que c'est des meilleurs chiens de famille. Là. Tu veux pas le chien qui saute partout, puis tu veux pas nécessairement le chien qui colle. Fait que tu veux comme un entre-deux. Ouais. Fait que c'est d'aller expérimenter puis d'aller voir. Puis des fois, dans les animaleries, ils le font aussi. C'est que tu peux, genre, libérer, avoir un espace... Moi, je pense à la SPA aussi, tu peux faire ça. Parce que, en fait, tu te fais rencontrer. Parce que moi, mon chien vient de là. Tu te fais rencontrer. Il t'évalue. Il pose beaucoup de questions. Puis, moi, je me souviens quand je suis allée, tu sais, t'as rencontré Peggy, qui est un chien très, très anxieux, très insécure. Puis, fait que là, elle m'avait dit, tu sais, quand tu vas rentrer, ignore-la. Je trouvais ça super. Puis, je suis allée avec ma plus jeune. C'est important que j'aille avec un de mes enfants. Puis, moi, je suis rentrée dans la salle. Puis, Peggy, c'était comme si j'avais toujours été sa propriétaire. Oui, c'est ça. C'est comme, elle était tellement contente de me voir. Elle a pris son os, elle s'est assise sur moi, puis elle était comme super à l'aise. Fait que je trouve ça tellement important d'aller comme ça parce que ça peut changer aller à adopter un animal, qu'après ça, tu le ramènes chez vous, puis que là, tout le monde est inconfortable. Puis c'est pas tout le monde tout de suite le contact. Mais non. On va prioriser des petits contacts de courte durée, puis un à la fois. Tu sais, quand ça arrive là, à la maison, tout le monde est comme « Ah, le chien! » Non, c'est ça. Le chien a besoin d'évaluer son espace, a besoin de faire le tour, savoir il est où son lit, est où sa nourriture, je bois où, d'être en sécurité avant de dire « je vais rencontrer des gens ».
À même titre que certaines personnes qui vont dans des milieux aiment ça, avoir, OK, c'est ici que je m'assois, où est-ce que je peux aller aux toilettes si j'ai besoin, les sorties d'urgence sont où. C'est important de se sentir en sécurité. Bien, l'animal aussi, c'est la même chose. De le laisser. Ouais. Fait que tout ce qu'on veut, tout ce qu'on espérait d'une personne qui fasse pour nous, bien, c'est ce qu'on doit faire pour cet animal-là. Le chien ou le chat ou... Oui. Peu importe l'animal qu'on veut intégrer à la maison. Puis il faut faire attention parce qu'il y a des petits animaux, là, un hamster, là, l'enfant là, en bas de 5 ans, là, c'est facile. Oui. Puis ça l'arrive. OK? Ça l'arrive. Puis je vois des parents ne pas vouloir retourner chercher des animaux, mais là, l'enfant vit comme un traumatisme là, parce que finalement, l'animal n'est plus là. Puis là, c'est lui, là. Fait qu'on essaie de décortiquer ces schémas de pensée-là, puis on réintègre tranquillement un animal, mais il faut que ça soit supervisé. Oui. Tu peux pas dire « je laisse mon animal comme ça ». Non, puis quand tu as un animal à la maison, tu sais, c'est toi le père. Faut que tu mettes tes limites. Oui. Tu sais, juste un matin, j'ai dit à ma fille, ce matin, Peggy, c'est off-limite, là. Là, tu peux pas, parce qu'elle, je la sentais. Je sentais qu'elle avait besoin, puis j'étais comme, moi, je suis là. Ouais. Tu sais, Peggy, ça ne tente pas. Moi, je suis là. Viens me voir, moi, viens me donner des câlins. Je suis là, je te supporte. Mais Peggy, ça ne lui tente pas. Puis c'est important que tu la respectes. Bien, c'est ça. Tu sais, je recommanderais aussi aux parents qui veulent intégrer des animaux à la maison de lire sur le sujet, d'écouter des podcasts, d'appeler à des places, de se renseigner premièrement sur la race, si c'est un chien ou peu importe le lapin. Le lapin, ils ont des besoins différents, eux autres aussi. Fait que de se renseigner, de poser des questions, de lire sur le sujet, de savoir c'est quoi les signes d'apaisement puis les signes de stress que ton animal va nous montrer. Tu parlais de limites. Mais quand on rentre à des places puis qu'on voit que l'animal n'a pas de limites, bien souvent, c'est dans le milieu aussi qu'on constate que c'est difficile d'avoir des règlements puis des limites. Puis qu'on peut venir travailler ça avec... On peut travailler ça tout en 2 pour 1. Oui, fait que là, mettons, on a un animal dans notre maison, beaucoup de vigilance, c'est super important. C'est important que l'animal ait sa zone pour aller se reposer ou est-ce qu'on le laisse tranquille. Comme ça, c'est le trône de Peggy ici. En ce moment, puis quand Peggy est là-dessus, d'habitude, on la laisse tranquille. C'est sa zone. Puis il faut savoir que le grondement, là, c'est pas négatif. Okay. C'est pas juste parce qu'il est fâché, on va dire. Okay? Puis là, je fais de l'anthropomorphisme beaucoup parce que normalement, les chiens, ils vivent pas. En tout cas, c'est ça. Okay? Il y a beaucoup de gens qui pensent que justement, grogner va être négatif. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, ben mon chien grogne, il est pas correct. » Mais le chien va grogner parce qu'il veut de l'attention, parce qu'il est inconfortable, parce qu'il y a quelque chose à dire. C'est son moyen de communication. Fait que c'est à nous de regarder dans l'environnement autour qu'est-ce qui se passe. Fait que, est-ce que mon enfant est trop proche? Est-ce que mon chien protège sa nourriture? Est-ce qu'il y a un jouet? Est-ce qu'il arrive quelqu'un dans la fenêtre puis mon chien gronde? C'est pas nécessairement négatif. Donc, c'est à nous de regarder, trouver. Puis faut vraiment se poser des questions et mettre des hypothèses aussi. Il faut vraiment trouver, c'est ça, le point. Ouais. Puis des fois, ben, c'est juste parce que... Il y en a-tu qui grognent, tu sais, comme parce qu'ils jouent? Oui, entre eux. Oui, OK. Puis même avec les jouets, toutou, c'est ça. Normal. Puis là, on va le voir, la différence entre un chien qui gronde, puis qui lève les commissures de lèvres, puis on voit les dents, versus le petit chien qui gronde, puis qui a le jouet, puis qui a les fesses dans les airs, en fait. Hein? Quand l'avant corps, OK? Chien tête en bas. C'est ça. Quand on fait du yoga, on fait du yoga, nous autres aussi, avec les chiens. On demande aux gens de tous se placer, mettons, chien tête en bas. Puis, il y a comme toujours une personne qui demande au chien de passer. Et là, les gens, le chien passe dans le tunnel. Et on apprend à faire du yoga, à bouger. Puis, justement, ben s'autoréguler peut-être par le fait même. On apprend à faire des activités qu'on fait dans la vie quotidienne avec mon chien. Tu fais-tu du yoga avec des chèvres? On n'a pas commencé. Mais moi, je trouve ça comme... Je sais pas quoi en penser. Je sais pas, moi non plus. Je suis juste comme... J'ai toujours trouvé ça parce que j'ai des mini-chèvres. Et sérieusement, je me vois pas me mettre à 4 pattes pour que Prunelle embarque sur moi parce que ça fait mal. Bien, c'est ça que je comprends pas. Puis, tu sais, je veux dire, il y a un moment donné, j'en avais vu une vidéo, la chèvre urinait. Bien là, c'est ça. OK. Elle urine, elle fait caca. Tu sais, eux autres, c'est pas de retenue, là. C'est pas comme, OK. Puis souvent, nous autres, quand on sort notre chèvre puis qu'on va dans des hôpitaux ou dans des milieux, on va y mettre une couche. OK. Parce que elle est pas éduquée, là, pour faire ses besoins dans un moment précis. Fait qu'on va lui mettre une couche.
Mais non, le yoga chèvre, par exemple, tu sais, le yoga puppy, je trouve ça quand même pas pire. Puis au niveau de l'éthique, finalement, c'est-tu éthique? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? C'est juste pour le bien-être que nous, c'est la mode. C'est drôle, il y a comme toute un questionnement, comme toute une façon de penser que je dis pas non, mais je suis comme un peu... Pourquoi je ferais ça? C'est pour juste qu'il y ait comme une raison... Oui. C'est nous, c'est ça, on fait le yoga parce qu'on veut apprendre des activités pour justement travailler dans son corps, tu sais, les parties de son corps, la respiration, la motivation. On fait même du journaling, là. Tu sais, avec des femmes, là. On fait des feux sacrés aussi. Des fois, il n'y a pas d'animaux. Mais on parle de cheval, puis de... Tu sais, là, on crée des connexions, on fait des méditations avec les chevaux. Tout le monde ensemble, les chevaux, ils viennent nous voir. Des fois, moi, j'ai vécu ça, un soin, là, puis mon cheval s'était couché sur moi. C'était vraiment hot, j'étais sur une table. Il a senti que c'était comme... Ouais, c'était le moment, puis peu de temps après, peut-être 2 ans après, il est décédé. Ouais. Ça m'a pris 2 ans à remonter à cheval aussi. Ça a comme bloqué des choses. Ben pas bloqué, mais les animaux deviennent importants pour nous. Tu sais, c'est pas juste un animal, c'est un partenaire. Tu sais, je me lève le matin puis je suis comme, bon, ben qui dans l'équipe va venir travailler? Ou des fois, on le sait parce que c'est planifié. Mais c'est pas juste un animal, c'est l'employé aussi. Comment on ferait, mettons, on a déjà un animal. Hein? Puis là, on a des enfants après. On a un chat, on a un chien, puis là, on a un bébé de 6 mois, 1 an, qui commence à ramper, qui est curieux, qui veut, tu sais, agripper le poil. Comment on gère tout ça pour s'assurer de la sécurité de tout le monde? Bon, premièrement, comme j'ai dit, il faut vraiment être la vigilance, les yeux en tout temps. D'avoir peut-être une routine. L'animal, on le sort à quelle heure? On peut peut-être lui donner du temps, puis du temps à soi. Mais moi, je prends 15 minutes dans ma journée avec mon chien puis mon enfant. Puis à toutes les fois, on travaille différentes affaires. Le contact en douceur, les différentes parties du corps. Fait que tranquillement, pas vite, on fait des micros comme ça, contacts. Ça peut être aussi, comme je disais, de surlever les cages, d'avoir son chien en laisse, d'avoir une cage peut-être, un endroit pour lui, une pièce, de minimiser le, tu sais, comme... les stimuli oui, c'est ça. OK. Trop, là, tu sais, comme... Surtout quand le chien est nouveau, là, mais quand le chien est d'emblée là, c'est peut-être prendre en considération quand il y a trop de bruit, c'est stressant pour lui. Si les gens crient beaucoup, si les gens courent, est-ce qu'il y a une place où est-ce qu'il peut être en sécurité? Parce que, mettons, je pense à moi qui courais autour de la garde chez mes parents, là, puis que c'était cool, là, ça tournait en cercle. Mais le chien, il se recalait dans le coin de la maison, puis la maison était carrée, puis il était comme « Oh my God! » là. Ouais, fait que tu sais, c'est de prioriser des choses comme ça, faire attention à la nourriture. On veut pas que l'enfant joue dans le bol de nourriture quand le chien est là. Fait que peut-être juste comme pas avoir de nourriture, peut-être quand le chien est en présence de l'enfant puis que l'enfant est à terre. Les jouets, faire attention parce que l'enfant va peut-être vouloir prendre le jouet dans la gueule ou les os aussi. Faire attention à ces contacts-là parce que le chien va peut-être vouloir protéger ses ressources. Puis là, tu sais, réalistement, là, mettons... Parce que ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça prend en considération avant d'avoir un animal. Là, on l'a déjà. Dans tous les moments où est-ce qu'on est en train de faire le souper, on est en train de faire whatever, puis qu'on peut pas, tu sais... Dans le fond, ce serait d'avoir comme une cage. Ça, un espace, vraiment pour l'animal, juste pour minimiser, surtout si les enfants sont jeunes. On veut pas qu'il arrive quelque chose, soit pour l'animal, mais soit pour l'enfant aussi. On veut pas que l'enfant se fasse mordre, on veut pas que l'enfant se fasse griffer, on veut pas que les deux vivent une mauvaise expérience finalement, puis qu'on se retrouve avec un enfant qui a peur, puis un animal qui a peur, lui aussi, finalement, parce qu'il y a eu une mauvaise expérience. Fait que c'est vraiment, moi, je prioriserais vraiment là, d'avoir des pièces là, vraiment pour ça, là, pour retirer un petit peu l'animal là, quand tu n'as pas des yeux sur ce qui se passe avec ton enfant. À la limite de prendre ton enfant puis de le faire participer avec toi dans peu importe ce que de détourner son attention puis d'utiliser le jeu parce que pas que ça soit non plus punitif. Là. Non, ben tu sais, on peut utiliser le jeu comme préparer des choses pour l'animal. On peut, tu sais, là, je dis pas la télé, mais tu sais, comme ça peut être juste d'asseoir l'enfant sur une chaise puis de lancer la balle si le chien est capable de la rapporter. Il y a peut-être juste des croquettes qu'on peut lui lancer. Fait que comme ça crée un jeu pour l'enfant, mais ça crée un jeu pour l'animal. Puis tu sais, tu vois ton enfant qui est juste à côté de toi. Fait que c'est de maximiser l'espace, finalement, de dire, ben crème, je pourrais peut-être assurer mon enfant comme ça, j'ai des yeux sur lui, puis l'animal est là, fait ses affaires.
Oui, c'est de prioriser vraiment la sécurité. Là. Okay. Ouais. De montrer à notre enfant comment, voici les jeux que tu peux faire avec le chien, voici les soins qu'on peut faire ensemble, mais voici ce que tu peux pas faire. Tu sais, mettons comme l'enfant qui se fait mordre ou qui se fait griffer, là, mais c'est pas d'arrêter tous les contacts. Ouais. On va y aller tranquillement, pas vite. On va réinsérer l'animal tranquillement, mais toujours en étant là. Oui, c'est ça. Ouais. Surtout si on sait que ça, c'est passé quelque chose. C'est une difficulté, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, les enfants qui touchent comme ça, tu me parlais, là. Qui agrippent le poil. Mais je vais le faire avec toi. On va sûrement le voir à la télé, là. Mais tu sais, comme les gens, là, je vais garder mes doigts. Ouais. Fait que je vais faire toucher l'animal ou la personne âgée qui n'a pas nécessairement... c'est ça. Je vais, avec l'animal et toi. Parce que moi, je vais garder toujours mes mains. Fait que tu gardes le contrôle. Fait que si ton jeune, il serre, ben toi, tu es capable dans le fond, de juste comme... De protéger ton animal. Oui, de protéger ton animal puis de bouger les doigts de ton enfant. Tu es capable d'enlever, c'est ça, les doigts de ton animal. Là. Tu restes pas pris, là, puis tu es comme « Oh non, oh non! » Ouais. Okay. Fait que ça, c'est un autre truc. On le fait beaucoup dans les milieux, pas soins palliatifs, mais dans les... dans les CHSLD? Dans les unités prothétiques. Ah. Quand je travaille avec des gens qui ont des gros troubles cognitifs, là, puis qui n'ont pas nécessairement conscience de leur force. Donc, ils vont vouloir vraiment toucher l'animal, mais on va agripper sans s'en rendre compte. Puis souvent, mais moi, avec ces gens-là, je vais même enlever des fois, ils ont des sacs de grains, comme un peu des poches. Fait que je vais enlever ça. Moi, je vais mettre ma main, puis je vais créer le contact avec l'animal. Puis c'est drôle parce qu'on va observer vraiment comme une diminution de la rigidité corporelle. Ouais. Fait que la personne va vraiment, par le contact avec l'animal, s'apaiser, devenir relax, puis vraiment comme on va être capable de vraiment bouger la personne. La même chose avec des jeunes handicapés ou qui ont de la paralysie cérébrale, c'est la même chose. On va vraiment, avec l'animal, créer un contact privilégié, puis on va le constater tout de suite parce qu'il y a vraiment comme une augmentation de l'ocytocine. Diminution, ocytocine, augmentation. Ouais, augmentation ocytocine. Puis il y a la diminution du cortisol, en fait. Ouais. On va apaiser le système nerveux. C'est ça, vraiment. Fait que tout de suite, le corps va réagir. C'est très, très, très... c'est très surprenant. Il y a beaucoup de professionnels qui restent puis qui sont surpris de qu'est-ce qui se passe ou des gens qu'on va présenter des animaux puis qui vont réagir. Ils n'ont pas parlé pendant 2 ans. Puis là, tout d'un coup, je mets le chien sur eux. Puis là, moi, je viens ici mettre la croquette. Fait que mon chien vient juste mettre comme une patte sur la personne. Puis il se monte, puis il vient ici toucher avec son bout du nez froid, puis manger la croquette. Et là, la madame, attention! Attention! Wow! Hey, ça fait 2 ans qu'elle n'a pas parlé, cette madame-là. Attention, tu sauras que moi, j'étais fière de l'écrire dans ma note évolutive. Fait que c'est des choses, parfois, que le corps va réagir par lui-même. Puis que là, ben c'est des objectifs qu'on pensait même pas réaliser, là, finalement. Là. Fait que je te dirais que la zoothérapie, c'est pas magique, là, mais presque. Ben, moi, j'ai envie de croire que c'est magique. Ben, bien intégré. Ouais. Avec la bonne personne. La bonne personne, le bon animal, le bon objectif, le bon environnement, avec le code d'éthique, la bienveillance pour l'animal et pour la personne. Ça peut qu'être bénéfique pour les gens qui en expérimentent. Ouais. Fait que là, si les gens veulent te trouver... Centre l'empreinte du bonheur. Je suis sur Facebook. Je suis sur Facebook, Instagram. On a également parti d'une télésérie. Ça s'appelle Zoothérapeutiquement atypique. Puis on aborde toutes sortes de sujets, tous les animaux. On voit le cochon d'Inde, le lapin, le rat. C'est vrai, je travaille avec les rats aussi. La motricité fine, c'est génial. Même au niveau du lien affectif. Là. Les enfants, là, le petit rat, là, il bouge pas. Puis là... Eh bien, merci beaucoup. Eh bien, ça fait plaisir. Ton temps et ta présence. Merci de ton invitation. Ça fait plaisir. Je ne sais pas si vous avez été aussi fascinés que moi. J'étais littéralement suspendue aux lèvres de Magali. J'ai trouvé ça tellement intéressant. J'en ai appris énormément sur le travail de zoothérapeute. Je pensais même pas qu'on pouvait faire de la zoothérapie avec autant d'animaux et de travailler tous ces enjeux-là ou venir stimuler le développement de cette façon-là. Donc, je vous rappelle que je vais mettre tous les liens pour contacter Magali dans la description si jamais vous êtes de l'Estrie. Sinon, allez voir sur le site le regroupement là, des zoothérapeutes pour pouvoir trouver une zoothérapeute si vous avez envie, vous aussi, de faire des séances ou de
travailler avec vos enfants différentes choses. Je pense qu'on a compris que c'était quasiment magique finalement. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si jamais vous avez des questions pour Magali, pourquoi pas les mettre en commentaire. Je pourrais lui transmettre et possiblement y répondre. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un tout nouvel épisode avec un nouvel expert. Je vais me déplacer, mais je vous en dis pas plus. Je vous réserve la surprise. Tourlou!